Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de SSH. Pour revenir sur la vidéo ici que j'avais faite il y a 5 jours, il faut changer le port SSH. J'avais fait une analyse sur une machine directement connectée à Internet sur laquelle je n'avais pas changé le port SSH, j'avais laissé le port 22. Et je vous avais fait l'analyse et on avait vu ensemble qu'il y avait beaucoup de tentatives de connexion qui étaient faites sur ce serveur-là. Et malheureusement, hein, quand on ne change pas le port, eh bien, on est spammé par les robots, ça remplit les logs, etc. etc. Et j'avais conseillé de changer le port. Alors, on va voir ensemble dans cette vidéo comment changer le port. C'est globalement simple. Ça se fait en 2 secondes. Donc dans cette vidéo, on va juste parler aussi un petit peu clé et connexion en tant que route ou pas sur une machine parce que changer le port c'est facile en fait, il y a une valeur à changer. Donc là, je vais me connecter sur la machine ici en tant que route. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, au passage, hein, les fichiers de configuration de OpenSSH, c'est dans etc SSH. Et le fichier de configuration du serveur, du démon OpenSSH, c'est sshd config. Il existe un fichier ssh config, celui-là faut pas en tenir compte, c'est la configuration des valeurs par défaut quand vous tapez ssh, quand vous utilisez le client ssh pour vous connecter sur une autre machine depuis celle-ci. Donc là, le fichier sshd config contient toutes les informations ici sur le paramétrage du serveur ssh. Et ce qui nous intéresse ici, voilà, c'est le permit root login. Ça permet de se connecter ou non en tant que root. Permit root login yes permet de se connecter en root avec un identifiant mot de passe, donc root plus le mot de passe. Permit root login no interdit de se connecter en tant que root. Et puis ici, prohibit password pour le permit root login, ça permet de se connecter en root, mais uniquement avec une clé, hein, avec un système de clé publique, clé privée. Et donc c'est ce qu'on va voir rapidement ici. Le fichier par défaut ici c'est .ssh authorized keys. C'est là-dedans qu'on met les clés publiques des clients pour pouvoir les autoriser à se connecter. Donc là, on va générer une paire de clés sur le PC, ici sur mon PC, et on va l'envoyer sur le serveur. Sachant que ici, la clé qu'on va générer, si vous voulez vous connecter en tant que root ou en tant que Adrien sur la machine par exemple, il faut envoyer votre clé publique chez tous les utilisateurs du serveur concerné quand même, hein. Ça veut dire que c'est pas parce que vous envoyez votre clé sur route que vous pouvez vous connecter avec n'importe quoi, hein. Vous vous connectez uniquement sur le compte de destination mentionné lors de la connexion. Vous savez, ce qui est avant le arrobase, le nom de la machine. Donc, pour générer une clé, SSH keygene. Alors, ne faites pas SSH keygene comme ça, bloom, et puis on y va. Pourquoi? Parce que SSH keygene vous génère une paire de clés publiques, clés privées, ici avec RSA. Et si vous voulez, le format RSA, c'est quand même pas le truc le plus sympathique aujourd'hui. En plus, ça consomme des ressources, et puis c'est pas très performant au niveau chiffrement. Donc il y a quelque chose qui est quand même plus efficace. Ce sont, on va dire, c'est de la cryptographie avec des courbes elliptiques. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, vous tapez sur Google cryptographie courbe elliptique, vous allez avoir plein d'informations. Et donc pour générer une paire de clés avec des algorithmes de courbes, enfin qui traitent avec les courbes elliptiques, vous avez ECDSA. Ça, c'est recommandé par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et vous avez aussi la possibilité, alors je vais regarder juste ma note à côté, d'utiliser ED25519, ce ED25519 utilise toujours une taille de 256, je crois. Donc ça sert à rien de préciser -B et la taille. Celui-ci, il faut vraiment une machine récente, hein, si vous essayez de vous connecter sur une Debian 7 par exemple ou une CentOS 6 avec ça risque de ne pas fonctionner. Donc on va rester sur du ECDSA. Et en plus je préfère moi ECDSA juste parce que c'est plus facile à retenir que le 25519 que je retiens là parce que je l'ai lu sur mon petit post-it juste à côté, mais que dans 12 heures j'aurai déjà oublié le chiffre. Donc là, on va mettre quand même un truc à peu près costaud avec 384 bits.
Et par défaut, il enregistre donc notre clé privée dans notre dossier utilisateur .ssh, ID et le nom de l'algorithme. Donc ici, ID ECDSA. Je vais laisser le nom ici. Et là, vous pouvez mettre une passphrase. Donc c'est un mot de passe. Vous pouvez mettre un truc aussi long que vous voulez pour protéger en fait les connexions. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez votre clé publique sur le serveur, ce sera cette phrase de passe qu'il faudra taper pour vous connecter et non plus le mot de passe de l'utilisateur du serveur. Donc là, je vais mettre un truc et forcément, il demande de confirmer ici. Voilà, pour vérifier qu'on n'ait pas fait de faute de frappe, ce que je viens de faire comme toute saisie de passe-phrase. Ensuite, on a ce fichier-là qui est la clé privée, donc celle-là on la garde bien au chaud, on la communique à personne. Et là on a la clé publique, c'est elle qu'on va envoyer sur le serveur de l'autre côté. Donc effectivement, il faut l'envoyer et écrire cette clé dans .ssh authorized keys. En fait, dans ce fichier-là, hein, si je fais un cat pour vous lister le contenu du fichier, vous voyez, c'est juste ici des informations au début sur ce qui est utilisé, ECDSA 384. Vous avez la clé publique ici, et puis là, vous avez une info sur l'utilisateur et la machine qui a généré la clé. Donc, dans le concept, hein, vous copiez ça et vous créez le fichier .ssh authorized keys dans l'utilisateur concerné et vous copiez ça. Il faut mettre les bons droits sur le fichier authorized keys, sinon ça marche pas. Donc il y a une commande magique qui s'appelle ssh copyid qui permet de faire tout ça. Bien sûr, pour copier, vous avez besoin d'autoriser temporairement la connexion par mot de passe sur la machine concernée. Donc là, on fait un ssh copyid, -i, on met, c'est pas ça, ssh copy. On met ici -i, donc .ssh, le nom de la clé publique ici. Il nous le propose automatiquement. Vous voyez, il pré-remplit même pas avec la clé privée pour éviter la fausse manip. Et on met sur la machine sur laquelle on veut se connecter. Donc là, si je fais ça, je pourrais me connecter avec la clé publique, avec ma clé uniquement pour l'utilisateur root. Si je veux me connecter chez root et chez Adrien sur ce serveur, il faut que j'envoie ma clé sur les deux comptes utilisateurs, évidemment. Pour installer la clé, donc il me demande de saisir le mot de passe de l'utilisateur root, c'est ce que je fais, hop, et vous voyez, la clé a été ajoutée, et je peux me connecter direct maintenant avec la commande qu'il me donne, là, ssh root @machin, et vous allez voir, il va me demander non pas le mot de passe de l'utilisateur root sur la machine, mais la phrase de passe de ma clé. Voilà. Donc là, GNOME intercepte ça, et va garder en mémoire la phrase de passe grâce au GNOME Keyring. Donc si vous êtes sous Linux avec GNOME, avec KDE, il y a ces systèmes-là, Mate aussi. Il peut mémoriser, tant que votre session elle est ouverte, votre phrase de passe. Voilà. Donc là, si je me déconnecte et que je me reconnecte, il ne me pose pas la question, c'est juste l'environnement de bureau avec son stratagème ici de Keyring qui va garder en mémoire l'identification. Donc là, vous voyez, je peux me connecter avec une clé. Donc ce que je peux faire maintenant, eh bien, c'est ne plus ici autoriser le mot de passe en tant que root et n'autoriser que par une clé publique, clé privée. Donc là j'enregistre et pour prendre en compte le truc, systemctl restart sshd. Alors sshd.service chez Red Hat et ssh.service chez Debian. C'est un petit peu différent. Et donc là on peut tenter de se connecter. On voit que ça marche. Alors, juste un truc quand même, ici, on peut faire un restart, vous voyez, la connexion, elle s'est pas coupée, parce que, je ne sais pas si on a la commande PS3, si, SSH fonctionne différemment de Apache, par exemple. Vous savez, quand on redémarre le service Apache, s'il y a un téléchargement qui est en cours sur le serveur web, les connexions sont coupées. Ici, SSH, il est plus sympathique, c'est-à-dire qu'on a le démon SSH qui fonctionne en tant que root. Et quand on va se connecter en SSH, le démon SSH va prendre la configuration qui est spécifiée dans le SSH des configs et va se lancer en tant qu'utilisateur. Ce qui fait que en fait, le démon SSH va se forker pour avoir autant de process que de connexion. Et ça, c'est ma foi fort bien pratique parce que si vous modifiez une configuration dans votre fichier SSH,
Eh bien, une fois que vous avez redémarré SSH, ne fermez surtout pas votre connexion active. Tentez d'ouvrir une nouvelle connexion pour vérifier que vos paramètres sont bons. Si c'est pas bon, vous avez toujours la main sur le serveur et vous n'êtes pas assis sur la branche que vous êtes en train de couper. Vous êtes de l'autre côté du tronc. Donc vous pouvez toujours rectifier le tir. Donc ça, c'était pour la partie ici, clé, connexion avec clé et connexion mot de passe root ou clé. D'ailleurs, juste, je reviens dans le dossier root.ssh. Ici, il m'a bien collé, ici, dans le Authorized Keys, la clé publique de mon utilisateur. On peut en avoir autant qu'on veut. Et bien sûr, si on veut révoquer l'accès à une personne, eh bien, il suffit de supprimer la ligne dans ce fichier. Par exemple, si chaque employé d'une société a sa clé et que une personne part, eh bien, il suffit d'enlever sur chacun des serveurs ici la ligne qui correspond à sa clé. Et vous voyez ici, les droits sont bien en lecture, écriture uniquement pour l'utilisateur et personne d'autre. Hein. Si les droits sont pas bons, ça peut ne pas fonctionner. Donc ça, c'était pour la partie clé. Maintenant, on va voir la partie changement de port, ce qui vous intéressait. Alors, je regarde juste un truc, ouais, 10 minutes. On va essayer de faire une vidéo qui dure pas trop longtemps. Donc, pour changer le port, c'est toujours dans le dossier etc ssh et dans notre fichier sshd config. Et là, vous avez ici la fameuse ligne port 22 qui est commentée. Donc là, ça écoute sur le port 22. Donc, ici, on a le port 22, on va écouter sur un autre port, 54321 par exemple. Vous pouvez mettre n'importe quel port entre 1 et 65 535. Vous savez, les fameux ports qui sont disponibles. Je vous déconseille à titre, voilà, juste comme ça, de mettre un port qui existe déjà, qui est privilégié. Du style, si vous avez un serveur web, déjà ne mettez pas le port 80 ou 443 si c'est utilisé, puisque ça ne fonctionnera pas. Et évitez éventuellement de mettre le port 25, qui est le port SMTP, ou de mettre un port 110 POP, par exemple, qui est utilisé pour un service, je vais dire un service normal. Ça peut causer éventuellement des petits soucis, surtout si vous essayez d'accéder dans un endroit où vous avez un routeur pare-feu qui filtre et qui regarde ce qui se passe sur le réseau. Si vous essayez de vous connecter avec un type applicatif SSH sur un port usuellement utilisé pour du SMTP, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc là, prenez un port aléatoire, il y en a qui mettent 2222, bon, ici je mets 54 321, 54321. Une fois qu'on a modifié le port, on enregistre ici, et si on utilise un pare-feu, il faut penser à ouvrir le pare-feu sur ce port en question. Donc avec Firewall D, qui est présent chez Red Hat, on va regarder la zone active ici, donc c'est la zone publique, et donc si je regarde infozone publique ici, quels ports sont ouverts sur mon serveur? Eh bien, j'ai les services, en fait, j'ai des services qui sont ouverts. Cockpit, DHCP v6 client et SSH. Donc Cockpit, bon, bah, c'est le port 80, celui-là, là, celui qui est marqué quand vous lancez Cockpit ici. Je crois que c'est 90 ou 9000, je sais plus. En TCP, SSH c'est du 22 en TCP. Donc là, il faut bien penser à ouvrir manuellement dans le pare-feu le port, le futur port d'écoute de SSH. Donc ici avec Firewall D, c'est Firewall CMD, --add port. Ici vous mettez le nom du port, 54 321. Vous mettez le protocole important, TCP, c'est du TCP, permanent. Hop, que ce soit pris en compte au prochain relancement du pare-feu et on recharge le pare-feu ici. Et après, on peut revérifier avec Firewall CMD infozone égale public, puisqu'on est dans la zone publique ici, que notre port ici, il est bien ouvert. Donc ça, c'est parfait. Je vous ferai une vidéo sur Firewall D, un de ces quatre. Il faut que je termine, il me reste un tout petit point sur l'article à faire, et c'est prévu de faire une longue vidéo qui parle de ce pare-feu. Voilà. Donc là, le port, il est ouvert. Le port a été changé sur notre configuration de OpenSSH. Donc on fait un petit systemctl restart sshd.service. Et là, on a du SE Linux qui fonctionne. Alors est-ce que ça marche ou pas? On va aller voir tout de suite. Sinon je vous montre la petite astuce pour SE Linux.
status. Donc là, ça semble fonctionner. Vous voyez, ici, le serveur, il est en train d'écouter sur 54 321. Donc là, si j'ouvre une autre console, SSH, Adrien, tiens, je vais me connecter avec un autre utilisateur, arrobase la machine. Et là, bah pour préciser le port à la connexion, -P, et on précise le port, 54 321. Et là, vous voyez, bloom, on peut se connecter ici sur la machine. Donc là, le port est changé et on n'a pas de soucis. Et ici, si je relance le PS3, hop, voilà, vous voyez quoi? Eh bien, vous voyez ici que j'ai le démon SSHD qui est là, qui me lance la commande PS3, et ici, j'ai le démon SSHD qui a lancé bash de l'autre côté, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, j'ai un démon à chaque fois. Mais si on lance la commande ss-ulna, voilà, pour voir ce qui est en train d'être écouté, vous voyez un truc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas fermer la session quand vous faites du paramétrage, parce que vous voyez ici, la session qui est toujours ouverte, elle écoute toujours sur le port 22. Et la nouvelle que j'ai ouverte en tant qu'Adrien, là, elle écoute sur le nouveau port 54 321. Donc ça, vous voyez, si jamais vous faites une bourde et que vous voyez que ça ne marche pas, vous ne connectez pas, vous avez toujours la main. Et donc c'est pour ça que si vous changez le port de SSH, surtout quand vous ajoutez le port sur le pare-feu, le nouveau port, n'enlevez pas le port 22 TCP tout de suite, sans vous assurer que tout fonctionne. Hein, voilà. Donc ça, c'est noté. Et puis juste pour terminer, ici, get enforce. Ici, SE Linux, il est en mode enforcing. Pourtant, il n'a pas crié. Cependant, il peut arriver, dans certains cas, que SE Linux vous empêche de lancer OpenSSH avec un port exotique, ici le port 54 321, parce que SE Linux ne tolère pas toujours à OpenSSH d'utiliser un autre port que le 22. Et d'ailleurs, la commande, elle est écrite ici dans le fichier sshd-config, ici, comme quoi... Voilà, ici, si vous changez le port, vous devez informer à SE Linux que ça a changé via cette commande-là. Donc là, ça a fonctionné parce que je n'ai pas redémarré. Cependant, si je redémarre, il est peut-être probable que ça ne se redémarre pas. Disons que là, j'ai fait une installation et j'ai pas redémarré la machine depuis que je l'ai installée. Donc ici, il faut indiquer à SE Linux grâce à cette commande. Alors, il ne faut pas taper cette commande comme ça, hein, direct. Il faut adapter évidemment, donc avec smanage port-a-t, ssh_port_t -ptcp, là vous lui dites en fait SE Linux, SSH là, le port qui écoute en TCP, s'il te plaît, est-ce que le 5421 prend ça en compte, hein, ne me bloque pas OpenSSH parce qu'il écoute sur autre chose que ce que tu connais. Hein, voilà. Donc SE Linux permet de bloquer certains accès au niveau du système de fichiers, au niveau des ouvertures de ports. C'est une protection supplémentaire par rapport aux droits Unix et aux droits qui sont fournis dans les démons. Donc là, il faut bien indiquer à SE Linux que la modification elle est prise en compte. Et donc, si on reboot ici la machine, donc là je vais fermer, je vais attendre que ça redémarre. Je vais me reconnecter donc sur le port 54 321. Et on va voir que c'est bel et bien fonctionnel. Voilà, et qu'on a réussi à changer le port. Voilà, ça va faire une vidéo de 20 minutes dans laquelle on aura traité dans la première partie la génération de clés et l'envoi sur le serveur. Et dans la deuxième partie, le changement de port avec ouverture dans le pare-feu et acceptation par SE Linux. Voilà, et ben j'espère que cette petite vidéo sur le changement de port et sur la génération de clés vous aura plu. Et moi, je power off la machine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.